chef de l'État Alassane Ouattara est arrivé aujourd'hui à Dubaï où il va prendre part à la conférence internationale des investisseurs. Le chef de l'État a présidé ce lundi la session Focus Côte d'Ivoire tenue dans la capitale des Émirats arabes unis. C'est parti pour les audiences publiques initiées par la CDVR. Elles ont démarré ce lundi. C'est une plateforme de libre expression pour les victimes de la crise post-électorale. Cette première journée a permis aux responsables de la CDVR d'expliquer le mode opératoire de ces audiences publiques. Les candidats malheureux au BTS ont pris d'assaut ce matin les centres d'examen dans la ville de Bouaké. Ils contestaient le faible taux d'admissibilité au brevet de technicien supérieur pour cette année 2014. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui à Dubaï, dans la capitale des Émirats arabes unis. Le chef de l'État va prendre part à la conférence internationale des investisseurs. Ce lundi, le président de la République a présidé la session Focus Côte d'Ivoire, un forum organisé par le CEPICI, le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Dubaï, Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, quelques heures à peine après son arrivée à Dubaï, a animé la session du Focus Côte d'Ivoire en marge de la conférence internationale des investisseurs investis dans l'UEMOA. L'occasion pour le gouvernement ivoirien d'informer les autorités émiraties et les investisseurs présents sur l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui entend accroître l'investissement privé à hauteur de 11%, s'est donné les moyens de sa politique en créant un climat des affaires compétitif et attractif. La Côte d'Ivoire a un programme très ambitieux en matière de production, de distribution et de transport d'énergie. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, fournit de l'électricité au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina, au Mali et très bientôt à la Guinée, la Sierra Leone et au Libéria. Et pour pouvoir soutenir aussi notre croissance, nous sommes contraints d'augmenter notre capacité de production et d'améliorer aussi la qualité de l'électricité pour la population. Il y a bien sûr les grands projets dans le secteur de l'agriculture, des infrastructures, du tourisme, de l'agrobusiness. Aujourd'hui, on a des grands projets régionaux qui sont notre programme autoroutier de 1500 km. Nous avons des programmes également à Abidjan jusqu'à Ouaga, passant par Yamoussoukro. On a le projet qui va d'Abidjan également à Lagos, pour lequel on est en cours de réalisation, celui qui va jusqu'à Bassam. On a le développement et le doublement du réseau routier national. On a le projet de développement de tout ce qui est accès à l'eau potable avec une concentration sur Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part mis en exergue les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire avec un marché sous-régional important de 300 millions d'habitants pour la CEDEAO et 110 millions pour l'UEMOA. Le CEPICI a organisé cette rencontre particulière sur la Côte d'Ivoire avec un certain nombre d'investisseurs dans les différents secteurs, que ce soit dans les transports, dans l'industrie, l'agriculture, les télécommunications, les services, pour que nous soyons plus précis sur les opportunités qu'offre notre pays. Bien évidemment, cela se fait dans le cadre de la rencontre que nous aurons au niveau de l'ensemble des chefs d'État. Alors je voudrais donc féliciter le directeur général du CEPICI d'avoir pris cette initiative parce que ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec les investisseurs, de leur dire quelles sont les opportunités, quelle est la situation et comment nous comptons faire en sorte que les investisseurs soient à l'aise en Côte d'Ivoire pour créer des emplois, et surtout pour les jeunes. Moi, je me réjouis de cette séance qui a été très bonne. Les questions montrent que les investisseurs s'intéressent à notre pays et je crois que nous devons tout faire pour continuer de faire en sorte que la situation d'ensemble soit favorable aux investissements. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs indiqué que ce forum économique démontre la volonté de faire du secteur privé le pilier de la croissance économique par la promotion des investissements en Côte d'Ivoire.
C'est demain que démarre la conférence internationale des investisseurs. La rencontre va enregistrer la présence du président de la République. Ce rendez-vous sera l'occasion de lancer l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a été accueilli par Mme Rim Al-Hachami, ministre d'État. Le chef de l'État est à Dubaï, place financière importante des Émirats arabes unis, pour prendre part à la conférence internationale des investisseurs. Une conférence qui marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est une plateforme importante ici dans les Émirats et je pense que la conférence que nous prévoyons permettra donc aux États de l'UEMOA d'avoir une coopération beaucoup plus étroite, non seulement avec les officiels mais avec le secteur privé. Comme c'est un très long vol de 9 heures de temps, j'ai eu l'occasion de regarder les dossiers et je vois que le président de la commission nous prévoit une séance de travail très fructueuse avec des projets dans tous les secteurs, plus de 20 milliards de dollars d'investissement que nous allons rechercher. Donc je me réjouis d'être ici et je disais à Madame le ministre que c'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire qui est en pleine expansion, qui a besoin d'investisseurs, qui a besoin de diversifier nos partenaires. Et nous avons la ferme conviction que ce séjour sera très fructueux pour notre pays et nos concitoyens. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, entend par cette conférence qui s'ouvre le mardi 9 septembre à Dubaï, mobiliser des ressources pour la réalisation de programmes d'envergure régionale, créateurs d'emplois, de richesses pour l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement du tissu industriel et des services. La BAD est définitivement de retour en Côte d'Ivoire. La première réunion du conseil d'administration de l'institution financière s'est tenue aujourd'hui à l'immeuble CCIA au Plateau. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Victorien Angwa. Le drapeau de la Banque africaine de développement BAD à nouveau dans le ciel ivoirien, à côté de celui de la Côte d'Ivoire, signe du retour effectif des opérations de l'institution à son siège statutaire. 11 ans après sa délocalisation à Tunis, la banque reprend officiellement ses activités à Abidjan, avec un conseil d'administration ce lundi. Le départ de la banque, il y a 11 ans, n'était qu'un accident de mal. Mais grâce aux efforts des Ivoiriens et des Ivoiriens pour amener la paix dans ce beau pays, voilà que la banque est de retour dans ce pays qui l'a vu depuis sa naissance. Ce matin, nous procédons à la levée solennelle des drapeaux. Cette cérémonie est la manifestation, d'une part, de l'amitié sans nuage entre la banque et son pays hôte, la Côte d'Ivoire. Et d'autre part, c'est le symbole de démarrage de nos activités telles que nous l'avons signifié à son Excellence le chef de l'État, Julie Elie. Accident de parcours à vite oublié. Le gouvernement ivoirien a pris en compte la mesure de l'enjeu. Amélioration de l'environnement sécuritaire, économique, dialogue avec l'opposition, avec à la clé la paix retrouvée. Il n'y a pas de développement sans sécurité et paix. Il s'agit donc d'une priorité majeure de l'action gouvernementale. L'indice national de sécurité est passé de 3,8 en janvier 2012 à 1,18 en août 2014. Ce retour à la sécurité et à la paix est bien perçu par les ambassades et les grandes entreprises multinationales. En effet, la plupart de celles qui avaient délocalisé lors de la crise post-électorale sont rapidement revenues à Abidjan, quand d'autres installé leurs sièges régionaux à Abidjan. Il en est de même pour les institutions internationales bilatérales, telles que l'UNESCO qui a installé son bureau en septembre 2013. Nous célébrons aujourd'hui le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan. La Banque africaine de développement, il faut le rappeler, a été délocalisée en mai 2003. Le portefeuille de l'institution en Côte d'Ivoire, c'est 13 projets évalués à 197 milliards de francs CFA.
1000 agents sont déjà en poste à Abidjan, 500 sont attendus fin octobre. En attendant la réhabilitation du siège à la rue des Banques au Plateau, l'immeuble CCIA a été cédé pour 1 an par le gouvernement ivoirien. On s'intéresse aux réformes entreprises par la Direction générale des impôts, des réformes qui visent à rendre la tâche plus facile aux contribuables et à améliorer les recettes fiscales. Parmi ces réformes figurent le Centre des moyennes entreprises et le livre foncier électronique. De quoi s'agit-il? Quelle est la particularité de ces réformes? Les réponses dans ce grand format signé Hugues Hervé Blé et Kader Ouattara. Plateau, quartier des affaires d'Abidjan. Le Centre des moyennes entreprises accueille le Premier ministre Danek Blanc-Duncan. Il est en visite de travail à la Direction générale des impôts. Le CME, fonctionnel depuis juillet 2014, assure la gestion fiscale des entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA hors taxes. À l'époque, toutes les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires à partir d'1 milliard étaient aux grandes entreprises. Nous avons segmenté encore ces secteurs. Si vous sécurisez les recettes du secteur des grandes entreprises, vous arrivez à sécuriser les recettes du secteur des moyennes entreprises, c'est à peu près, je le dis, 80% du potentiel fiscal. 2 centres pilotes de moyennes entreprises ont été mis sur pied. Celui d'Abidjan Nord couvre les communes du plateau de Cocody et 5 autres. Le centre d'Abidjan Sud couvre en plus des communes de Port-Boué et Koumassi 2 autres. Au nombre des réformes entreprises par la Direction générale des impôts pour moderniser l'administration fiscale figure le livre foncier électronique. Il vient améliorer la qualité des services déjà rendus aux contribuables. Tout le monde se déplace à la tour E, ici, ou dans nos services, les contribuables, il faut au fur et à mesure alléger leurs tâches. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé et mis en œuvre le livre foncier électronique. L'expérience donne de bons résultats. Cette innovation est vraiment intéressante dans la mesure où, sur place, dans nos bureaux, on peut avoir accès à des informations. Lors d'une rencontre avec un vendeur et un acquéreur, en un clic, on peut voir la situation de l'immeuble et renseigner utilement les parties. Nous payons maintenant 2 fois, alors que par le passé, nous payons une fois. Aujourd'hui, je paye 3 000 francs pour la consultation électronique et 3 000 francs pour avoir le document physique qui fait preuve de foi. Mais quant au délai, il faut reconnaître que le livre foncier électronique raccourcit les délais. On ne peut pas imprimer le document, on ne peut que consulter. Notre souhait, c'est qu'on nous donne la possibilité d'imprimer ce document du bureau. Donc ça donnera une satisfaction tant aux utilisateurs que nous sommes, et puis les frais seront toujours perçus parce qu'on nous débite sur le compte que nous avons sur notre abonnement. Les différentes réformes destinées à améliorer les recettes fiscales, le Premier ministre Danek Blanc-Duncan a pu les apprécier au cours de sa récente visite de travail à la DGI. Elles ont été mises en exergue par le ministre chargé du budget. Nous avons mis en place une interconnexion informatique entre la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Cela nous a permis de voir et de procéder à certains reclassements d'office. Les réformes engagées par la Direction générale des impôts réjouissent le Premier ministre soucieux d'une gestion optimale des finances publiques. Il faut aller vers la réforme fiscale au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, en vue notamment d'avoir une base fiscale plus élargie et avec des taux plus bas. On a déjà commencé, vous savez, avec le droit de mutation qui est à 10%. On est actuellement à 6%. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous allons faire des efforts de manière à ce que le contribuable ne soit pas trop imposé. Mais pour ça, il faut que l'assiette soit plus large. Et j'ai demandé au ministre de manière à ce qu'on étudie qu'avant la fin de l'année, une décision soit prise par le gouvernement pour baisser le taux donc, des impôts en matière donc, de fiscalité concernant donc, les maisons. C'est important de le faire. Afin d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs, la DGI entend se donner tous les moyens. La nouvelle technologie nous permet d'aller plus vite, d'abord en gain de temps, ensuite dans l'efficacité du traitement, de l'information,
Donc c'est vraiment une DGI. Moi je rêve d'une DGI où on sera au niveau des standards internationaux. À la Direction générale des impôts, l'on a pleinement conscience des efforts qui doivent être faits pour nettement améliorer les recettes fiscales. Ils seront faits de façon progressive, souligne-t-on, dans cette administration qui enregistre sur un objectif fixé à fin juin 2014 à 766 milliards de francs CFA, des réalisations de 794 milliards de francs CFA en termes de recettes brutes, soit 106% de taux de réalisation. Les audiences publiques initiées par la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, ont débuté aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour les victimes de la crise post-électorale de prendre publiquement la parole. Ces audiences constituent la dernière étape du mandat de la CDVR. Au cours de cette première journée, les responsables de la CDVR ont pu expliquer le mode opératoire des audiences publiques. Salima Toudia et Léon Brou. Face à face, victimes et perpétrateurs d'actes de violence commis entre 1990 et 2011. Les audiences publiques de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, pour proposer un plan d'indemnisation au président de la République, ont démarré ce lundi. Sont appelés devant les commissaires de la CDVR sur une période de 2 mois, à raison de 6 par jour, sans victimes emblématiques, c'est-à-dire des personnes dont le préjudice subi a été effectivement établi grave à la suite d'enquêtes. Une fois que les commissaires sont installés, ils appellent l'affaire qui a été enrôlée, ils appellent la victime vient, s'explique, les commissaires lui posent des questions. Si cette victime-là a identifié son bourreau, on l'appelle, le bourreau vient, se fait questionner par la commission. Outre le plan d'indemnisation, la CDVR entend par ses audiences rapprocher victimes et présumés bourreaux, et c'est pour la commission la façon idoine de réconcilier les Ivoiriens. Rien de ce qui sera fait ne doit être interprété contre qui que ce soit. Il est bon d'indiquer à nos compatriotes que nous ne sommes pas une cour, nous ne sommes pas juges. Ici, on ne juge pas. Ici, on écoute. Ici, on compatit. Ici, on incite les uns et les autres et on encourage à la vérité. Car il ne s'agit pas de cautériser, il s'agit de soigner la plaie en profondeur. Ces audiences sont ouvertes au public, sauf la presse. Pour la CDVR, ces dispositions visent à protéger victimes, témoins et présumés bourreaux d'éventuelles représailles. Toutefois, toujours selon le président de la CDVR, ces audiences seront diffusées 10 fois par semaine par les médias d'État. Il s'agit d'inviter les populations à tirer les leçons de ces violences afin que plus jamais cela ne se reproduise en Côte d'Ivoire. L'Alliance des forces démocratiques a décidé de suspendre la participation de ses représentants aux travaux de la commission électorale indépendante. Une décision annoncée 3 jours après la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de l'institution et la formation du nouveau bureau de la CEI. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Michel Digri. Nous avons décidé au sein de l'Alliance d'axer nos efforts sur la recherche du consensus. Et c'est dans cet état d'esprit que nous avons demandé la vice-présidence et le poste de secrétaire. Tant que nous n'aurons pas été entendus, nous suspendons la participation de nos représentants aux travaux de la Commission. Il ne s'agit pas pour eux, soyons clairs, de démissionner ou de quitter la CEI. Dès l'entame de cet échange avec la presse, Daniel Boni-Claverie a tenu à clarifier la position de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire 3 jours après la mise en place du bureau de la CEI. Nous regrettons tout ce qui se passe parce que nous disons que nous prenons du retard alors que nous devrions déjà être à des phases beaucoup plus avancées comme la liste électorale, le découpage des circonscriptions électorales. Nous en sommes toujours à cette constitution et à cette composition de la commission électorale et nous regrettons le temps perdu. Mais en même temps, nous disons que cela nous permet de réaffirmer nos positions et de faire comprendre au pouvoir que
l'opposition n'est pas prête à faire de la figuration. Pour l'heure, la participation des représentants de l'AFD aux travaux de la CEI est suspendue. Mais la porte des négociations reste, elle, ouverte, selon Daniel Boni-Claverie, et ce, pour laisser une chance à la recherche des solutions pour des élections apaisées en 2015. La visite d'État du président de la République dans la région de Lifou, c'est dans 5 jours. Les préparatifs sont en cours. Les travaux qui renferment notamment l'électrification d'une quarantaine de localités dans la région et le reprofilage des pistes avancent bien, nous dit Michel Mambo. Daoukro, chef-lieu de département de la région de Lifou, dans le district des Lacs, au centre de la Côte d'Ivoire. Dans la cité, les derniers coups de marteau résonnent encore. Plus que quelques jours et la ville sera fin prête à recevoir son illustre hôte, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis l'annonce de la visite d'État, visite prévue pour le 14 septembre prochain, les populations sont enthousiastes. Les travaux en cours dans la ville à l'approche de l'événement ne laissent personne indifférent. Ils sont là pour réparer la route. Bien même, avant la route de Daoukro, beaucoup qui sont gâtés. Mais aujourd'hui, vraiment, les gens bien travaillent. De Daoukro à Prikro, en passant par Mbayakro, la région est en chantier. Les travaux en cours ont une très bonne progression. Ces travaux concernent aussi bien les travaux de voirie, réhabilitation de voies bitumées, construction de nouvelles voies, des travaux d'adduction d'eau, hydraulique humaine, hydraulique villageoise. Les travaux s'étendent aussi à l'électrification des villages, à l'extension des réseaux. La préfecture n'est pas en reste, encore en chantier lors de notre passage dans la région. Elle a désormais fière allure. Le bâtiment qui va abriter un conseil des ministres en marge de la visite du chef de l'État a été entièrement rénové. Des candidats malheureux au brevet de technicien supérieur ont manifesté aujourd'hui dans les centres d'examen de la ville de Bouaké. Ils contestaient le taux d'admissibilité en baisse. En 2014, l'on a enregistré à Bouaké un taux d'admissibilité au BTS de 23,84% contre 54,78% en 2013. Serge Coléa. Sur 52 246 candidats effectivement présents pour l'examen du BTS, le brevet de technicien supérieur 2014, 12 454 ont été déclarés admissibles au BTS 2014 contre plus de 54% en 2013. Les résultats du BTS, jugés faibles et même contestés par des candidats, sont au dire du directeur de la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, le fruit de la dynamique nouvelle insufflée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans cet esprit, la DORES a tout simplement appliqué les dispositions du manuel de procédure du BTS instauré depuis 3 ans pour redonner à ce diplôme toute sa crédibilité. 10 de moyenne sur 20, pas moins au terme des épreuves écrites et orales. Mieux, une note éliminatoire disqualifie tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 7 sur 20 dans sa matière spécifique. C'est une nouvelle ère pour le BTS qui arrive là. Plus jamais on ira en dessous de ce qu'il faut pour avoir le BTS en admissibilité. Et tout le monde doit se mettre au travail pour être dans ces normes-là. Le directeur de la DORES a évoqué le cas de Bouaké où des candidats malheureux ont exprimé leur mécontentement. Il faut noter qu'à Bouaké, un des grands centres d'examen du BTS, seulement 112 étudiants sont admissibles au BTS sur 2200 inscrits, soit un taux de 5%. Le centre de Bouaké, sinon les candidats de Bouaké ne sont pas des candidats particuliers. Bouaké n'a pas été traité d'une façon exceptionnelle. Nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui impliquent la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Des réclamations ont été faites après la proclamation des résultats via Internet le lundi 1er septembre dernier.
Dès ce vendredi 12 septembre, a indiqué le directeur de la Dorex, les contestataires seront situés sur leur sort. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 8 septembre la journée mondiale de l'alphabétisation. Selon l'UNESCO, 860 millions de personnes sont illettrées dans le monde, soit une personne sur 7 qui ne sait ni lire ni écrire. Pourtant, nombreux sont les hommes et les femmes analphabètes qui ont décidé de suivre des cours d'alphabétisation. Parmi eux, Tanou Aya, elle a 45 ans et est en classe de CE1. Pagasoro connaît Patricia Omouetia. Aya habite le quartier d'Anono. La quarantaine révolue, cette mère de 3 enfants décide d'apprendre à lire et à écrire. Quand tu ne sais pas lire, tu es comme quelqu'un qui a vu, tu ne vois pas clair. Dans ton pays, il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas. Vous êtes parti à l'église, ils vont prêcher, on dit prenez 13 pages. Toi, tu es assis, tu ne connais pas. Vraiment, quand c'est comme ça, moi, ça me fait mal. L'année dernière, au cours préparatoire deuxième année CP2, Aya cette année passe au cours élémentaire première année, CE1. Un exercice de lecture donc pour se recycler. To, a, ta, to, o, to, iti. La décision d'Aya apprendre à lire et à écrire bénéficie du soutien de Joséphine, fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation. Elle encourage les illettrés à fréquenter les centres d'alphabétisation. Il ne faudrait pas qu'elles se gênent. Elles doivent venir. Moi, je suis dispo pour les recevoir. On a un cadre qui est accueillant, on est dans une école. Quand elles vont venir, elles verront qu'il y a des personnes plus âgées qu'elles et que les patrons de maison n'ont qu'à laisser leurs employés venir lire et écrire pour qu'eux-mêmes, ça les aide. Par exemple, quelqu'un qui surveille ton enfant, ce n'est pas lire et écrire. Comment il peut lire la notice des médicaments? Pour les populations, l'alphabétisation joue un rôle très important dans la société. Aujourd'hui, ne pas savoir lire et écrire, c'est vraiment un danger. Toute personne qui ne sait pas lire et écrire est comme dans le noir et tu ne peux rien faire. Tu as toujours besoin de quelqu'un. L'alphabétisation au service du développement durable, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l'alphabétisation. Pour notre pays, le thème choisi est « Stratégie d'alphabétisation pour une Côte d'Ivoire émergente ». Direction Lourdes pour parler de la messe de l'unité retrouvée. Elle a été dite par Monseigneur Joseph Aké. Pour la première fois, les différents organisateurs ont mené une activité commune. Et c'est ce que nous dit Thérèse Tapé-Yoboui. Lourdes, chapelle Mater Dolorosa. Une procession de 13 prêtres, 11 Ivoiriens, 2 Camerounais. Une procession dirigée par Monseigneur Joseph Aké, archevêque du diocèse de Gagnoa. Pour la première fois, tous les pèlerins ivoiriens appartenant à différentes organisations sont côte à côte, ainsi que ceux de la diaspora, pour assister à une célébration eucharistique unique, dite Messe de l'Unité. Pendant les crises successives intervenues en Côte d'Ivoire, selon Monseigneur Aké, beaucoup d'Ivoiriens ont connu le désespoir, la souffrance, la tristesse. C'est pourquoi il demande au Seigneur de déverser sa grâce sur la Côte d'Ivoire afin qu'elle soit une nation ouverte au monde dans la paix. Nous avons confié nos personnes, nos frères, nos sœurs, ceux qui sont meurtris, ceux qui sont fâchés, ceux qui ne sont pas fâchés, mais aussi notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'elle puisse nous aider à aller à la paix. Elle est la reine de la paix. Elle a mis au monde le fils, le prince de la paix. Elle ne peut pas nous répondre. Mais pour cette paix, il faut être unis. Cette unité des Ivoiriens peut partir de Lourdes. Raison pour laquelle Monseigneur Joseph Aké suggère que tous les organisateurs, en dehors de leur programme, dégagent une journée pour une activité commune, avec pour objectif la cohésion, l'amour et l'entente au sein des pèlerins ivoiriens. Nous refermons ce journal avec une note triste. Le monde musical ivoirien est en deuil. L'artiste d'Apleston, l'un des plus célèbres dans les années 80, n'est plus. Il est décédé ce matin. Franck Quadiou.
Désolé pour ce problème technique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car il y a à suivre le magazine de l'éducation nationale sur la scolarisation de la jeune fille après ce journal de 23 heures. Bonne suite de programme sur RTI 1.